grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 27 janvier 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de la situation des enfants talibés au Mali. Nous avons 3 thèmes et 3 invités. D'abord, Soumaïla Diarra de la coordination régionale d'Enda Mali. Coordinateur de Enda Mali, coordinateur régional d'Enda Mali. Sekou Keïta de l'association des enfants et jeunes travailleurs du Mali. Et nous aurons par téléphone Ousmane Diarra, qui est le secrétaire à la jeunesse au Haut Conseil islamique du Mali. Je suis Famoussa Sidibé, nous vous me direz, est à la technique. Selon les experts, le mot talibé rime avec 3 définitions. D'abord, les mendiants à la boîte. Ils sont souvent issus de milieux défavorisés. Ils mendient toute la journée et rentrent chez eux le soir. Ensuite, il y a les enfants de la rue. Ils n'ont aucun parent ni de référent. Ils ont quitté le domicile familial ou les marabouts qui les ont accueillis et ils se retrouvent donc à toute heure de la journée dans la rue. Il arrive enfin une dernière définition, les enfants issus d'écoles coraniques. Ils sont des élèves, on les appelle les talibés, un mot arabe qui signifie qui demande ou tout simplement qui mendie dans la rue à la recherche de pain quotidien. Alors, ces 3 définitions résument avec 3 sortes d'enfants dans la rue. Mais tous ces enfants-là cohabitent ensemble dans la rue, exposés au même danger. Alors nous verrons avec nos invités quel genre de mendiants, quel genre d'enfants, quelle sorte de conditions est-ce qu'il est établi pour ces enfants-là dans la rue. D'abord, ces enfants-là vivent-ils dans la même condition en ville qu'en campagne? Je m'adresse là au représentant d'Enda Mali, Soumaïla Diarra. Merci au studio Tamani de nous inviter par rapport à ce sujet qui nous intéresse à plus d'un titre. Mais avant, je voudrais remercier le Haut Conseil islamique parce que nous sommes ensemble sur la thématique et remercier le ministère de l'Éducation et tous les autres acteurs parce qu'il y a une commission qui a été mise en place depuis bientôt 4 ans. Après le forum sur l'éducation, il y a eu le forum sur les écoles coraniques. Le 28 octobre 2008. Et nous, au niveau d'Enda, nous sommes en train de travailler sur ça avec les différents acteurs. Je voudrais ici remercier, en tout cas, les différents acteurs qui sont en train de travailler sur ça. Et vous avez ici la preuve du rapport que nous avons élaboré, qui est en train d'être finalisé et envoyé en Conseil des ministres pour adopter. Donc, merci beaucoup à vous. Le sujet que vous soulevez, je crois que c'est très important et vous venez de donner quelques définitions concernant ces enfants. Nous, en tant que techniciens et travailleurs sociaux sur la thématique, nous avons une autre vision, nous avons une autre compréhension de la chose. Pour nous, ce n'est pas des mendiants en tant que tels, c'est des enfants qui sont en études. Et vous savez, dans les réalités socioculturelles traditionnelles, ça a toujours existé que l'enfant qui est en apprentissage coranique et qu'à un moment donné, il a, avec son maître, ce plaisir-là d'aller vers les autres pour trouver à manger et ensuite retourner pour apprendre. Mais malheureusement, il se trouve que maintenant, ça a changé de forme. C'est ce qui est dommage. Ça a perdu son sens. Ça a perdu son sens. C'est des réalités socioculturelles qui étaient là, mais nous voyons de plus en plus quelque chose qui est en train de prendre d'autres tournures et qui est en train d'aller vers l'exploitation de l'enfant. Et c'est ça le mal de la chose. Alors, on voyait cette situation de façon générale en campagne. Aujourd'hui, le phénomène s'est exporté dans la ville et c'est là où on constate les dérives. Aujourd'hui, quelles sont les conditions de ces enfants-là dans la campagne et en ville? Non, mais vous savez, au niveau de la ville, c'est le milieu urbain. Les gens ont toujours pensé que c'est là où il faut trouver le mieux-être. C'est pour ça qu'ils quittent les campagnes pour venir
venir vers les grandes pour agrandir. Et c'est ce qui pose le phénomène de l'enfance en situation difficile, nous qui travaillons un peu sur ça. Les origines des provenances de ces enfants-là sont de ces campagnes-là, parce que chacun pense que c'est dans les grandes villes qu'on va trouver le mieux-être. Et c'est pour cela que les maîtres coraniques souvent font le déplacement avec les enfants. Et ces déplacements-là, nous sommes en train de voir comment il faut les aider à corriger un peu ces déplacements, comment il faut initier des activités sur place pour éviter que les maîtres ne se déplacent avec les enfants, pour venir vers les grandes améliorations ou en tout cas les grandes villes de notre pays. Donc c'est pour vous dire que c'est un phénomène qui est là, sur lequel on est en train de travailler, c'est pas facile, mais tous les acteurs sont conscients aujourd'hui qu'il y a lieu de prendre quelque chose, de faire quelque chose. Et l'État, je crois qu'aujourd'hui c'est le lieu de remercier le ministère de l'Éducation qui est en train de prendre en charge vraiment la thématique depuis en tout cas le forum sur les écoles coraniques, les recommandations qui ont été formulées à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup Soumaïla Diarra. Je rappelle que vous êtes le coordinateur régional d'ENDA Mali. Alors nous avons par téléphone Ousmane Diarra. Ousmane Diarra est le secrétaire à la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali. Bonjour Monsieur Diarra. Bonjour. Monsieur Diarra, dites-nous de quand date ce phénomène de talibé. Tout d'abord, nous remercions tous les auditeurs de la studio Tamani, par rapport aux ces débats de société que vous lancez et qui sont des débats d'intérêt public et qui aussi c'est une interpellation pour chacun d'entre nous par rapport à ces phénomènes. Ce phénomène qui a commencé depuis fort longtemps dans notre pays. Ça a commencé avec la cité d'Amdalaï, avec l'empire Massina. Et là, il y avait une convention qui était là entre la population, les habitants de cette ville, qui était d'aider les gens qui venaient d'apprendre la religion et qui viennent d'apprendre la science, n'est-ce pas, en général dans la ville d'Amdalaï. Et ceux qui venaient apprendre dans la ville d'Amdalaï, on les appelle les talibs. Un talib en arabe, c'est un chercheur ou un étudiant. Quelqu'un qui vient chercher la connaissance hors sa maison. Donc, son lieu de résidence. C'est lui qu'on appelle un talib. Maintenant, une convention entre la population pour aider ces gens qui viennent d'apprendre la science dans la cité de Amdalaï pour les aider afin qu'ils puissent vivre ou apprendre dans les meilleures conditions. Et ces talibés qui venaient apprendre, quand ils s'arrêtent devant une porte, il suffit seulement qu'ils disent Gharib. On appelle le mot Gharib, Garibou, Garibou. Gharib, ça vient quoi? Gharib, en termes arabes, ça veut dire un étranger. Un étranger, quelqu'un qui n'est pas un habitant de la ville d'Amdalaï. Directement, les membres de la famille savent directement, lui, s'il est venu apprendre, on lui apporte à manger. Donc, c'était une convention qui était entre les habitants d'Amdalaï. Et avec l'évolution, comme notre frère Diarra de Enda Tchadmon a dit, il y a eu l'évolution de la société, les choses ont changé. Maintenant, il y a eu un problème d'adaptation. Comment s'adapter, n'est-ce pas, ou adapter ces phénomènes à l'évolution de la société. Et c'est ça réellement un sérieux problème qui s'est posé par rapport à ces phénomènes de talibés aujourd'hui qui sont venus dans les grandes villes. Donc, je pense que nous devons comprendre aussi que nous sommes dans une société à majorité musulmane où les gens sont attachés à leur religion et les gens pensent que voilà, il faut que mon enfant apprenne le Coran, quel qu'en soit le prix. Et malgré que peut-être on voit que cet enseignement donc, qui a été beaucoup négligé, je dis bien par nos autorités, au début, ils n'ont pas pris en compte ces phénomènes où ils n'ont pas pu intégrer l'enseignement coranique à l'enseignement classique. Et je pense que cela a posé un sérieux problème d'adaptation et on voit peut-être des dérives aujourd'hui qu'on voit par rapport à ces phénomènes. Comme Diarra a dit à travers le forum sur les écoles coraniques, il y a eu des résolutions, mais nous constatons peut-être qu'il y a des retards par rapport à l'application des résolutions de ces forums. Donc vraiment nous appelons nos autorités et tous les autres partenaires qui sont impliqués à accélérer l'application, pouvoir mettre en
pratique les résolutions issues de ces forums. Merci beaucoup Ousmane Diarra. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à la jeunesse au du Haut Conseil islamique du Mali. Nous avons un autre invité, Sékou Keïta de l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Mali. Dites-nous quel est le rôle et la place de votre association dans le défi aujourd'hui qui est de l'amélioration des conditions de vie ou bien même de la situation des enfants talibés au Mali. Ok. Bonsoir. Merci pour la studio Tamani de nous avoir accueillis dans leur studio ici. Le rôle de l'association des enfants et jeunes travailleurs, c'est d'abord essayer de sensibiliser d'abord la communauté par rapport à tout ce qui est danger lié à la mendicité. Aussi, essayer d'interpeller les autorités à prendre les mesures. Déjà, il y a des mesures qui existent déjà contre la mendicité. Et amener les autorités à appliquer ces mesures-là pour qu'ils puissent, les uns et les autres puissent connaître les dangers liés à la mendicité aussi. Aussi, nos rôles aussi, c'est de faire des plaidoyers au niveau des autorités, au niveau des partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent essayer de voir comment les enfants mendiants qui sont dans la rue en train de souffrir, donc comment apporter des soutiens. Donc c'est ça le rôle dont nous on essaie d'exécuter au niveau sur le terrain pour qu'ils puissent apporter des soutiens aussi. Voilà. D'accord. Alors nous avons le représentant de ENDA Mali, Soumaïla Diarra, vous êtes le coordinateur régional de cette structure. Vous voulez qu'on ne puisse pas déterminer ces enfants-là comme des mendiants, plutôt des apprenants. Comment est-ce que vous parvenez à faire la différence entre ces différents enfants issus de milieux différents? Oui, vous voyez, le représentant du Haut Conseil tout de suite l'a dit, depuis fort longtemps, on ne va pas rentrer dans les détails de l'historique, mais depuis fort longtemps, l'État n'a pas pu harmoniser, assumer ce rôle, la transition. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur ça pour présenter quelque chose à l'État, dans ce sens-là. Et nous avons dit à tous les acteurs, et au niveau du gouvernement et au niveau de l'État, qu'il ne faut pas confondre les choses. C'est un système d'éducation. Ça, il faut être clair. C'est un système d'éducation qu'il va falloir voir avec les modules d'enseignement, étalés sur le temps, afin que les enfants puissent avoir des attestations au sortir, ou même avoir des passerelles. Pour mieux réinsérer, ces enfants-là. Mais il faut le distinguer de l'aspect religieux, la culture religieuse. Et donc, nous sommes en train de travailler sur ça, avec le ministère et avec le Haut Conseil islamique, pour faire en sorte que nous puissions présenter à l'État vraiment cette différence d'enseignement, en tout cas que nous pensons, et qui peut être vraiment modulée dans le temps, pour que les enfants qui passent là puissent avoir des attestations, des diplômes, comme vous et moi, et afin de pouvoir continuer les études. Soumaïla Diarra, on sait que le cercle est très vicieux. Aujourd'hui, les enfants sont envoyés pour chercher de l'argent. Est-ce qu'on peut mettre fin à cela pour que la pratique devienne utile? Oui, nous pensons qu'on peut mettre fin à ça parce que nous avons visité certains pays. La commission qui est là au niveau du ministère de l'Éducation, nous avons visité un certain nombre de pays. Et il y a certains pays, moi j'étais en Mauritanie, il y a certains pays où il n'y a pas la mendicité. Ça, il faut être clair. Et donc, ça veut dire que les maîtres eux-mêmes, ils sont prêts à travailler dans ce sens-là. Mais faudrait-il qu'on puisse quand même mettre les conditions aujourd'hui pour qu'on puisse mettre les enfants en apprentissage seulement. Parce que quand vous voulez interdire la mendicité, il va falloir proposer autre chose. Il faut proposer forcément autre chose. Et donc, c'est ce débat aujourd'hui que nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'on va proposer aux maîtres coraniques afin que ces enfants puissent s'adonner seulement à l'apprentissage? Est-ce que vous savez, dans les études qu'on a réalisées, ou en tout cas les enquêtes qu'on a réalisées, les enfants qui passent au niveau des écoles coraniques sont plus que les enfants qui sont à l'école moderne? Ça, je vous le dire, nous avons les données dans ce document-là. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important le débat qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons dit à l'État que si on arrive à organiser le système, pourquoi ne pas les décompter dans les objectifs du millénaire? Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, le Mali ne peut pas atteindre ces objectifs-là avec l'éducation. Et bien, si on arrive à organiser ces secteurs-là, ça veut dire à formaliser le secteur. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut mettre dans les statistiques, vraiment avec le ministère de l'Éducation, comment aller dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Alors nous allons juste observer quelques secondes de pause et puis nous partirons avec la deuxième partie de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Notre page Facebook, notre compte Twitter et notre site web www.studiotamani en un seul mot.org sont à votre disposition pour d'éventuelles réactions par rapport à tout ce que vous entendez à partir de notre studio. Alors nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la situation des talibés, des enfants talibés au Mali. Pour cela, nous avons 3 invités. Soumaïla Diarra de Enda Mali, il est le coordinateur régional de cette structure. Nous avons également un représentant de l'association des enfants et jeunes travailleurs du Mali, Sékou Keïta, et par téléphone nous avons le représentant, le secrétaire à la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali, et nous sommes à la deuxième partie qui réfléchit sur cette question. La pratique des enfants talibés, la pratique est-elle conforme aux conventions internationales? Alors Ousmane Diarra, vous êtes le secrétaire à la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali. Vous venez d'entendre les propos du représentant d'Enda Mali qui disait que les enfants qui sont aujourd'hui les enfants talibés, issus d'écoles coraniques, sont plus nombreux que les enfants qui vont aujourd'hui à l'école conventionnelle. Quelle est votre appréciation par rapport à cette déclaration? Effectivement, c'est une réalité de notre pays qui prouve que réellement nous avons une population qui est attachée à la religion musulmane, qui est attachée à sa religion. Et nous devons aider vraiment ces enfants qui sont innocents, ces enfants vraiment qui veulent, dont leurs parents veulent que ces enfants apprennent quelque chose qui va leur permettre de connaître leur religion. Mais nous, en tant qu'État, en tant que responsable, nous devons penser à l'avenir global de ces enfants. Et comme le frère Diarra a dit, comment ces enfants peuvent être intégrés. Et ces enfants, comment ils peuvent apprendre leur Coran, leur religion, ensuite trouver aussi des passerelles pour eux. Parce qu'en réalité, c'est comme une majorité de la population des enfants du pays qui est marginalisée ou qui est mis en écart. Et si on parvient à intégrer ces gens, à leur donner une chance de pouvoir à trouver pour eux des passerelles et leur permettre de s'insérer, ça sera un plus pour notre société. Et c'est pour cela vraiment je dis que nous devons agir très vite. Et c'est un champ qui est ouvert, qui fait que peut-être il y a beaucoup de gens aussi qui se mêlent dans ça, qui sont mal intentionnés ou qui profitent de la situation. Qui profitent de la situation. C'est pour cela je encourage Enda Tiemon, et comme Dara a dit, la définition, c'est des enfants chercheurs. Et si on trouve une solution à ça, et qu'on les intègre, on trouve une solution globale par rapport à cette situation. Maintenant, les gens qui veulent autre chose et qui, dans leur intention, n'est pas d'apprendre ou qui veulent s'enrichir derrière ces phénomènes de talibés, là, en ce moment, l'État doit prendre des mesures très claires par rapport à ça pour interdire et faire respecter la loi et que ces enfants puissent gagner vraiment leurs droits. Merci Parce beaucoup. que les enfants vraiment ont comme droit d'apprendre et qu'ils puissent se rassurer ou peut-être qu'on les prépare leur avenir. Merci beaucoup Ousmane Diarra. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali. Alors Sékou Keïta, vous êtes de l'association des enfants et jeunes travailleurs du Mali. Dites-nous aujourd'hui quelle est l'importance que vous accordez vous dans votre association à cette question d'enfants talibés. Ok, merci. D'abord, notre association travaille au niveau du secteur informel. Nous, on considère ces enfants-là aussi comme ils sont au niveau du secteur informel. Parce qu'il y a le secteur formel et le secteur informel. Et ce qui est formel, les enfants qui sont dans les écoles classiques. Donc, nous, on les considère comme des écoles, des enfants du niveau informel. Donc, les enfants talibés sont des enfants du secteur informel. Donc, nous, à chaque fois, on travaille avec Enda Tiemon beaucoup, parce que Enda est notre structure d'appui depuis la création de notre association en 1996. Donc, on a des formations de différents domaines, que ce soit l'atelier de teinture, couture et soudure, mécanique auto, j'en passe.
Donc, on propose à ces enfants-là les différentes activités. Donc, qui n'ont pas de maître coranique et qui n'ont pas là où ils vont aller, parce qu'il y a, comme vous venez de dire, il y a 3 catégories. Nous, on les considère comme il y a 4 catégories. Parce qu'il y a des enfants talibés, il y a des enfants mendiants avec des boîtes qui n'ont pas de maître coranique, et il y a des enfants aussi qui se retrouvent dans la rue qui font aussi la mendicité. Aussi, 4 catégories, chaque fois, si j'ai eu l'occasion d'un débat, donc je vais soumettre ces 4 catégories aussi, c'est des enfants qui accompagnent leurs parents. Au niveau de la mendicité, il y a des qui accompagnent, qui prennent les bâtons de leurs parents pour les accompagner au niveau de la mendicité. Donc on oublie beaucoup sur ces enfants-là aussi, et ils font partie de ces enfants talibés là aussi. Donc nous, on leur propose des formations professionnelles, donc qu'ils puissent apprendre un métier pour qu'ils puissent devenir des responsables de demain. Donc voilà ce que nous, notre association propose à ces enfants-là aussi, et on essaie chaque fois de travailler avec les maîtres coraniques qui sont dans les coins régalés, qui envoient les enfants au niveau de Bamako, donc pour qu'ils puissent intégrer les enfants dans notre association. Voilà un peu ce que nous mène avec ces enfants. Nous allons beaucoup débattre de la question de la réinsertion de ces enfants-là dans la 3e partie de cette émission. Mais d'ici là, Soumaïla Diarra, vous êtes d'Enda Tiers-Monde, Mali. Dites-nous si ce secteur-là qui encadre ces enfants talibés, si ce secteur-là est bien encadré au Mali. Oui, moi je voudrais faire des précisions. Vous savez, tous les enfants qui sont au niveau de nos artères, au niveau des faits aujourd'hui, ne sont pas tous des enfants talibés. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça dit qu'on taxe les maîtres coraniques d'envoyer les enfants, mais les études et les enquêtes que nous avons eu à faire, il y a le niveau de pauvreté aussi qui fait ça. Il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui au niveau de nos artères et qui ont des boîtes, mais qui ne sont pas des talibés. Quand vous allez leur demander de citer des sourates là, ils ne pourront pas. Donc, faisons attention, et c'est pour cela que nous disons que oui, c'est vrai, le phénomène est là. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais ne faisons pas trop d'accusations sans pour autant ne pas avoir trop de preuves par rapport à certaines choses. Alors, peut-on les estimer aujourd'hui? Oui, on peut les estimer parce que nous sommes en train de travailler sur ça. Au niveau du district de Bamako, par exemple, nous avons eu à faire des études. Nous avons à peu près, avec les maîtres coraniques, l'association des maîtres coraniques du district de Bamako, avec l'appui du Haut Conseil islamique, nous avons pu identifier à peu près 12 000 enfants. Plus de 2000 et quelques maîtres coraniques. Mais c'est pour vous dire que non, ce n'est pas exhaustif. Parce que vous savez, chaque personne qui finit aujourd'hui la lecture du Coran, il peut ouvrir son vestibule. Parce que c'est des écoles coraniques qui sont là, traditionnelles, souvent. Mais aussi... il faut assurer la relève aussi. Voilà, parce que c'est des grandes familles qui sont là et qui avaient ça depuis fort longtemps. Et donc, chaque fois qu'un jeune finit la lecture ou a fini avec le Coran, il a la latitude d'aller créer son centre. Et donc, il y a une multitude de centres coraniques. Mais aujourd'hui, avec vraiment ces efforts-là, avec l'appui du Haut Conseil, avec l'appui du gouvernement, de l'État, nous sommes en train de les organiser en association pour que nous sachions effectivement comment on va, comme vous le dites, encadrer. Nous, on n'aime pas trop le mot encadrer parce qu'encadrer, là, ça veut dire que la personne n'a pas la possibilité de réflexion. C'est l'accompagnement. Nous, on dit accompagner ces gens-là parce qu'ils ont aussi des propositions, des réflexions qu'ils font pour nous suggérer certaines choses. Et sur la base de ça, nous construisons ensemble. Pas que nous connaissons tout, non, nous venons ensemble, on en discute et on voit les voies et moyens qu'il faut prendre quand même pour sortir de là. Et je crois que les maîtres coraniques aujourd'hui sont conscients qu'effectivement, il faut changer. Les choses ont changé, les temps ont changé et aujourd'hui, il y a des difficultés par rapport à la prise en charge de ces enfants-là. Et je crois que les maîtres sont d'accord avec nous pour aller sur ce terrain-là. Donc, pour nous, ne soyons pas trop pressés. Nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs. Nous allons faire en sorte que nous puissions proposer à l'État vraiment des voies et moyens qui pourront nous permettre de cheminer vers des solutions, en tout cas plus ou moins appréciables. Voilà. Alors, je me dirige vers Ousmane Diarra. Ousmane Diarra, vous êtes le secrétaire à la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali. Dites-nous si une loi sera bien accueillie au sein de votre organisation pour cette question, pour réglementer cette question d'enfants talibés au Mali. Bon, je dis bien, comme M. Diarra vient de dire, c'est un problème social, culturel. Il sera mieux
d'impliquer les responsables eux-mêmes, qui sont les maîtres coraniques, les responsables religieux, les mettre devant leurs responsabilités, afin qu'ils puissent travailler pour sensibiliser les gens. Et moi, je mets l'accent beaucoup sur la sensibilisation. On peut prendre des lois, même demain ou aujourd'hui, mais ça ne sert à rien si réellement si ce n'est pas appliqué. Et ça ne sert à rien si l'État ne dispose pas de moyens pour mettre en pratique, ou si la population n'adhère pas à ces lois. Donc, il sera mieux, la démarche que ENDA est en train de mener, en associant tous les acteurs, en les impliquant, n'est-ce pas? Si l'État aussi réellement joue son rôle, et moi je pense qu'on peut trouver une solution à ces problèmes. Donc une simple loi ne peut pas résoudre. Bien sûr, c'est important d'avoir des lois, mais ce qui est plus important, plus primordial pour moi, je pense qu'il faudra impliquer les responsables eux-mêmes. Comme il a dit, les maîtres coraniques. Tout le monde est unanime qu'aujourd'hui qu'il faut agir, il faut changer les choses. Donc je pense que quand on va les donner les moyens nécessaires de pouvoir travailler, moi je pense que ça sera plus efficace que de prendre des lois à la hâte. D'accord. Merci beaucoup Ousmane, et nous nous excusons auprès de vous car vous manquez très certainement la prière, mais ce débat est utile et les auditeurs ont besoin de comprendre. Merci de rester avec nous pour la suite de cette émission. Alors Ismaïla Diarra, vous êtes le coordinateur régional d'ENDA Tiers-Monde. Est-ce que vous comprenez le fait qu'on vous dise que ce phénomène d'enfants talibés prive ces enfants-là de leurs droits? Oui, faisons attention aussi à ce niveau. Le droit, la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est la bréviaire. Notre pays a signé et ratifié cette convention. Je pense qu'ensemble, nous devrons mettre en application vraiment cette convention-là. Et l'application de cette convention passe, effectivement, comme le représentant du Haut Conseil l'a dit, par les sensibilisations, l'information et la formation. On ne peut pas se permettre à aller prendre des lois ou à prendre des décisions pour réprimer ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut informer d'abord, sensibiliser. Et donc, pour nous, si vous voyez que moi je l'ai dit au début de l'émission, que nous le mettons dans un cadre éducatif, c'est parce que l'éducation est le premier droit. C'est un des premiers droits de l'enfant. Donc, ce que les enfants font au niveau des centres coraniques et des écoles coraniques, c'est un apprentissage, c'est une éducation. Maintenant, il s'agit d'aller organiser, les aider à organiser ces systèmes-là un peu là. Moi, je pense que ils ne sont pas privés, non, mais il s'agit maintenant d'organiser pour qu'ils puissent mieux bénéficier de cet apprentissage-là, en améliorant non seulement les conditions d'apprentissage, parce que c'est ce que nous avons dit au Conseil et à d'autres acteurs, qu'il est fort temps aujourd'hui qu'on améliore les conditions d'apprentissage, parce qu'ils sont avec les maîtres coraniques sous les arbres en train d'apprendre, mais on a dit, écoute, on peut améliorer. On peut rester toujours dans le cadre, apprendre le Coran, apprendre tout ce qu'il y a lié à tout ça là, mais aussi on peut le faire dans des salles de classe. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des expérimentations en la matière. Des salles de classe ont été construites par nous, avec la collaboration du Haut Conseil, avec les collectivités décentralisées. Allez-y voir à Taliko aujourd'hui, il y a des salles de classe où les enfants sont en train d'apprendre. Allez-y voir à Daourabou, c'est des salles de classe où les enfants sont en train d'apprendre avec le tableau, mais pourtant c'est le Coran qu'ils sont en train de faire. Donc les maîtres sont d'accord aujourd'hui d'améliorer ce cadre-là. Donc c'est un droit et c'est un premier droit pour l'enfant. Et aujourd'hui, il faut le mettre en application avec les meilleures des conditions pour ces enfants-là. Voilà. Alors juste un tout petit mot avant d'aller en pause. Vous dites que ces enfants-là, les enfants d'école coranique, on ne les trouve pas forcément dans la rue. Ils sont où? C'est des centres d'apprentissage qu'ils ont. Y a des moments où des maîtres coraniques peuvent les libérer pour les dire, bon, écoutez, de telle période à telle période, nous avons les périodes avec nous dans le document, les périodes d'apprentissage. Ça, c'est calé. Dans la journée. Dans la journée. Donc, après ça, bon, ils peuvent les laisser libres, ils peuvent sortir pour aller faire un peu de la mendicité, mais la forme de mendicité aujourd'hui qui est là, c'est ce que nous condamnons. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Soumaïla, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que tous ces maîtres-là n'appliquent pas ces conditions que vous éditez?
Non, vous voyez, vous imaginez avec un maître coranique plus de 100 gosses, ce n'est pas les meilleures des conditions. Les conditions de dormir, les conditions de manger, les conditions de soigner, vraiment, ils ne sont pas les mêmes. Et le maître n'a pas tous ses moyens, lui seul, pour quand même apporter ces conditions-là à l'enfant. Et les parents qui envoient les enfants à ce niveau ne contribuent pas à ce niveau. Tout repose sur le dos donc il faut être maître. clair. Donc c'est pour ça que nous avons dit aujourd'hui, il faut que les maîtres acceptent d'aller vers ce changement-là et que nous voyons avec l'État comment l'État peut contribuer à ce niveau. Voilà. Alors, l'insertion de ces enfants talibés, ce sera la troisième thématique que nous allons aborder dans la dernière partie de cette émission. Je vous propose d'aller quelques secondes en pause et nous nous retrouvons. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani également sur nos stations partenaires 20 dans le pays, dont 3 à Bamako. Et nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la situation des enfants talibés au Mali. Cette troisième partie est consacrée à la réinsertion possible de ces enfants talibés dans le pays. Et pour cela, nous avons comme invité Soumaïla Diarra, le coordinateur régional d'Endatiamon de Mali. Et nous avons également un membre de l'association des enfants et jeunes travailleurs du Mali, Sekou Keïta. Par téléphone, Ousmane Diarra, imam à la FAST et également secrétaire à la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali. Alors, cette troisième partie, cette pratique est-elle toujours utile, Ousmane Diarra? L'apprentissage du Coran est toujours utile, mais nous devons améliorer les cadres ou les moyens qu'on utilise pour que réellement ça puisse être plus utile aux enfants et que le résultat escompté, qu'on puisse l'atteindre. Donc, le Coran, on sait pour les musulmans l'importance de cela, mais nous devons penser à l'avenir de ces enfants et voir ces enfants comment ils peuvent être utiles aussi à leur communauté et voir aussi les parents qui le font. Comme il a dit, il faut comprendre réellement ce phénomène, la pauvreté qui est là et tous ces problèmes, difficultés que les parents d'élèves ont pour aider leurs enfants ou pour prendre en charge la scolarité de leurs enfants, qu'il faut qu'ils envoient leurs enfants chez un maître coranique. Parce qu'ils pensent que quand il envoie son enfant chez un maître coranique, il n'a pas à payer la scolarité, il n'a pas à payer peut-être même les charges de l'enfant. Donc il se débarrasse comme ça de l'enfant. C'est un raccourci selon vous? Hein? C'est un raccourci selon vous? Oui. Donc nous devons essayer vraiment de réfléchir à tous ces problèmes de façon globale pour proposer des solutions. Et je pense qu'il y a des solutions, comme il a dit. Il est possible de lutter contre cette mendicité. Il est possible d'assurer à ces enfants de meilleures conditions d'apprentissage. Il est possible que ces enfants que ces enfants s'intègrent dans le système classique. Il est possible. Et il suffit tout simplement de mettre des moyens en place et je pense que le résultat sera un résultat formidable. Alors Ousmane Diarra, nous restons un peu avec vous. Vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous parler de cette transition qui peut exister aujourd'hui entre le système coranique et les médersa, voire même l'enseignement classique. Quelle est aujourd'hui la chance de ces enfants-là, l'estimation de chance que ces enfants-là ont aujourd'hui d'intégrer le système classique d'éducation? Oui, c'est ça que je dis. Il suffit tout simplement, ces maîtres coraniques qui sont là, qui veillent à apprendre le Coran aux enfants, de les impliquer dans ce processus d'intégration de ces enfants, afin que le système d'apprentissage du Coran puisse être évolué ou peut-être amélioré et ajouter à cela d'autres types de formations pour que les enfants ne se limitent pas uniquement à l'apprentissage du Coran, pour que les enfants puissent apprendre autre chose qui va aussi les aider après l'apprentissage du Coran. Je pense qu'il y a des passerelles qui est là ou d'autres systèmes. Et tous les médersa au début c'était des écoles coraniques et qui ont évolué, qui sont devenus aujourd'hui des médersa. Et donc, cela veut dire qu'avec la sensibilisation,
avec l'accompagnement de ces gens et la formation de ces gens, il est possible de faire ce changement. Merci beaucoup Ousmane Diarra. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à la jeunesse du Haut Conseil islamique du Mali. Alors Sékou Keïta, vous êtes de l'association des enfants et jeunes travailleurs du Mali. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec ce système d'enfants talibés, le droit des enfants est bafoué? Bon, on peut dire d'une manière parce que ces enfants-là n'ont... Bien vrai que c'est tonton Ismaël vient de dire, et ces enfants-là, ils ont leur droit d'apprendre. Donc c'est comme si garanti, ça c'est droit à l'éducation d'abord. Mais d'une autre part aussi, on dit que leurs droits sont bafoués par rapport à tout ce qu'ils subissent dans la rue. Donc c'est bien, d'après Ousmane Diarra du Haut Conseil islamique. Donc c'est mieux de prendre, bien de prendre les lois, mais aussi je dirais qu'il y a une loi déjà qui existe. Pour la protection. Qui est par rapport à la protection des enfants talibés. Il y a une loi qui interdit la mendicité des enfants. Mais ces lois-là ne sont jamais appliquées au Mali ici. Donc notre rôle, c'est essayer d'amener les décideurs à appliquer ces lois-là pour que ces enfants-là puissent être protégés, ils puissent être intégralement dans leurs droits. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à tout ce que vous venez de dire, par rapport à tous ces droits-là des enfants-là aussi. Voilà. Alors quel est le degré de réussite, le degré d'insertion de ces enfants talibés? Est-ce que vous, à votre niveau, vous enregistrez des cas de réussite sociale? Bon, oui, je n'ai pas le chiffre en tête, mais quand même, avec l'appui de nos partenaires, on parvient chaque année à insérer pas mal des enfants qu'on a pu les retirer, que ce soit dans les situations de mendicité ou dans d'autres situations au niveau de la rue, de les insérer dans les formations professionnelles. Et pas uniquement dans les formations professionnelles, même ceux qui sont l'âge d'aller à l'école, donc on les insère dans les circuits scolaires pour qu'ils puissent aller à l'école, devenir quelqu'un de demain. Donc voilà un peu nous, à notre rôle, dont on peut le faire avec l'appui de nos partenaires aussi. D'accord. Alors Soumaïla Diarra, vous êtes le coordinateur régional d'Endati Monde Mali. Vous dites que ces centres-là, c'est des centres de formation. Vous voulez parler, vous voulez vous focaliser sur ce degré de formation-là, mais sans oublier aussi que ces enfants sont soumis à des châtiments corporels. Oui, comment l'expliquez-vous? Ouais, non, vous voyez, c'est pas facile. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec les maîtres pour les amener à comprendre que non, c'est pas dans ces châtiments corporels que les enfants vont apprendre. Parce que vous voyez le lot des enfants en situation difficile qui sortent aujourd'hui, en tout cas des familles. C'est grâce souvent à des châtiments corporels comme ça, parce que quand l'enfant est trop violenté au niveau de ces centres, ils essaient de sortir et ils agrandissent le lot des enfants en situation difficile. Donc c'est pour dire que tout ce travail, ça fait partie aussi des questions de sensibilisation dont M. Diarra a parlé. Nous sommes en train de les sensibiliser, nous sommes en train de les former, nous sommes en train de faire des pourparlers avec eux pour qu'ils changent de façon de faire, afin que ces enfants se retrouvent dans des conditions plus ou moins à l'aise d'apprentissage. Et ce sont ces conditions que nous sommes en train d'améliorer, comme je l'ai dit. Donc, vous avez parlé souvent des questions de loi et de ceci. Bon, je n'ai pas voulu trop m'étendre là-dessus, parce que M. Diarra l'a dit, nous, on a eu un atelier sous-régional à Dakar par rapport à des thématiques du genre. Allez-y voir, peut-être qu'au niveau du Sénégal, le Sénégal est parti très vite en prenant des textes de loi, mais vous voyez ce que ça donnait. Donc, nous nous sommes dit au Mali, non, on ne va pas tomber souvent dans des erreurs comme ça. Il faut travailler avec les concernés. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Non, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Il faut travailler avec les concernés. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais quand ils seront convaincus qu'effectivement, ça peut apporter des changements, des améliorations dans les conditions d'apprentissage, je crois que ça ne posera aucun problème. Et avec l'État, au début, on nous a dit, oui, écoutez, c'est une thématique très sensible, il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de tollé, de ceci, cela. On a dit, non, mais il n'y a pas de problème.
Nous sommes avec les connaisseurs. Le président du Haut Conseil aujourd'hui, vraiment merci à lui de tout ce processus, de cet accompagnement. Donc, nous avons dit non, il n'y a pas de problème. Nous sommes avec des connaisseurs, nous sommes avec des gens qui sont expérimentés en la matière, nous sommes avec les maîtres coraniques depuis fort longtemps. Et donc, nous sommes en train de construire un processus. Ça prendra le temps qu'il faut, mais nous pensons que ça ne va pas aboutir à des histoires ou quoi que ce soit. Nous allons les amener à comprendre qu'aujourd'hui, il est grand temps d'évoluer avec le temps et d'éviter les critiques que les gens sont en train de faire à l'égard des maîtres coraniques pour dire oui, c'est les maîtres coraniques qui font ça, oui, c'est les maîtres... Non, c'est pas ça. Donc, nous pensons que ça va s'améliorer, Inch'Allah. Voilà. Alors, Ousmane Diarra, je rappelle que vous êtes... merci beaucoup, Ousmane Diarra d'Enda Tiers-Monde. Ousmane Diarra, vous êtes le coordinateur, vous êtes plutôt le secrétaire à la jeunesse du Haut Conseil islamique. Comment vous abordez cette question de châtiment corporel des enfants issus d'écoles coraniques? Je dis que c'est tout d'abord, il faut une sensibilisation, il faut faire comprendre aux gens que réellement ce n'est pas par ces moyens ou par ces méthodes qu'on peut amener l'enfant à se soumettre. Peut-être le maître pense que c'est des anciennes méthodes qu'on utilise pour forcer l'enfant à se soumettre, mais aujourd'hui avec les réalités, avec tout ce qui est là, il est très difficile qu'un enfant puisse se soumettre avec des châtiments corporels. Donc, il faut qu'on les sensibilise, les faire comprendre réellement. Et je pense que le résultat, comme il a dit, ils adhèrent facilement avec la sensibilisation et avec la formation. Alors, je me tourne encore vers Soumaïla Diarra. Soumaïla Diarra, vous êtes d'Enda Tiers-Monde. Il y a un phénomène qui pousse beaucoup de parents aujourd'hui maliens à envoyer leurs enfants dès le bas âge vers des petits métiers, comme les saracolés le font le plus souvent, pour le cirage par exemple. Est-ce que vous pensez que ce genre d'activité, dès le bas âge, permet de conscientiser l'enfant, même si c'est en dehors des heures de classe, pour qu'il puisse appréhender dès le bas âge les difficultés de la vie? Oui, mais je voudrais être clair, je ne voulais pas aller dans des notions techniques. Il y a le travail de socialisation, ça il ne faut pas l'ignorer. Ça, on appelle Est-ce que ça fait partie? Oui, le travail de socialisation, ça fait partie. Non, ici chez nous, amener la petite fille à laver les linges, amener la petite fille à être aux côtés de sa maman n'est pas interdit. Non, ça, le travail des enfants, si on veut aller sur ce terrain, on a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Mais ce travail de socialisation fait partie de notre réalité socioculturelle. Mais maintenant, quand ça rentre dans le cadre de l'exploitation de l'enfant, c'est là où on n'est pas d'accord. Parce qu'un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans, il a sa place à l'école. Ah non, il faut être clair, il a sa place à l'école, c'est pas pour aller chercher de l'argent pour faire nourrir les parents. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Alors, vous estimez l'âge des enfants talibés à quel âge, par exemple? Non, l'âge des enfants talibés, la convention dit que c'est jusqu'à 18 ans, un enfant jusqu'à 18 ans. Il commence Mais à quel âge? l'apprentissage, c'est jusqu'à 14 ans. À l'Assemblée nationale, nous avons été clairs avec les députés. On a dit, bon, on peut améliorer, on peut aller à 15 ans. Aujourd'hui, le Mali est parti à 15 ans, mais c'était à 14 ans pour l'apprentissage. Sinon, le reste... en fonction des textes, là, c'est la scolarisation. Il faut que ça soit clair à ce niveau. Donc, tout enfant qui se retrouve à ce niveau, de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, normalement, sa place, c'est à l'école, pas dans l'apprentissage. Maintenant, à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans, il est maintenant dans le cadre de l'apprentissage. Et c'est ce que la réglementation dit. Maintenant, puisque le pays n'a pas tous les moyens de pouvoir absorber tous les enfants à l'école, bon, on se permet quand même d'envoyer les enfants dans le cadre de la socialisation, en tout cas pour accepter. Donc, mais nous disons aux parents qu'il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas l'exploitation de l'enfant par rapport à ça. Sinon, quelle est la solution alternative que vous allez proposer? Moi, j'étais dans la zone de Kolondieba, dans la zone de culture. C'était chaud. Le phénomène existe. Avec Helvetas, les parents nous ont dit, mais qu'est-ce que vous nous proposez? Si vous dites que vous ne voulez pas voir les enfants dans les champs de coton, proposer des solutions alternatives. Proposez-nous Merci beaucoup, Soumaïla Diarra.
Diarra, tout est bien qui finit bien. C'est donc la fin de cette émission consacrée aux enfants talibés au Mali. Alors, nous étions avec 3 invités. Soumaïla Diarra, coordinateur ENDA régional d'ENDA Tiers-Monde au Mali. Nous étions avec Sekou Keïta, également de l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Mali. Et un grand merci à l'imam Ousmane Diarra qui a dû laisser un petit peu de côté. Mais cela n'a pas fait de mal car s'il s'agissait des enfants, la prière donc et nous étions avec un duo de techniciens, c'est Nouhoum Diré, Peting Diarra. Je suis Famoussa Sidibé, nous vous disons à demain et une très bonne soirée. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.